Et bien voilà, c'est parti pour notre dernière ligne droite qui va nous mener à 17h45, à la fin de cette grande journée de séminaire. Tellement de sujets ont été abordés jusqu'à maintenant. Nous allons conclure avec les démarches de retour d'expérience. Avant de lancer cette session, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que d'ici 2 semaines, seront mis en ligne sur le site de la SN 3 choses. La première, c'est une synthèse de cette journée de séminaire, une synthèse écrite. La deuxième, c'est le replay vidéo. Vous pourrez donc revoir, si vous le souhaitez, certaines séquences qui vous ont le plus marqué ou sur lesquelles vous avez le plus de questions. Et puis, les PowerPoint qu'ont présenté les intervenants seront mis à disposition en téléchargement sur cette même page. Voilà, donc d'ici 2 semaines. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez partager vos réflexions. D'une part, il y a un mail qui vous attendra dès 17h30 sur votre boîte, qui vous proposera une évaluation personnelle de cette journée de séminaire, qui vous demandera votre avis. Ça prend vraiment 5 minutes et ça nous aide, ce n'est pas du chiffre pour du chiffre, ça nous aide vraiment à améliorer ce type d'événement et à répondre au mieux à vos besoins. Donc vous pouvez y répondre en toute confiance. Il y aura notamment un champ libre où vous pouvez y rédiger ce que vous souhaitez, y apporter des commentaires, des recommandations. Vous pouvez également, si vous souhaitez développer des recommandations un peu plus approfondies, écrire directement à Karine Tac, qui est ici, qui depuis tout à l'heure relaie les questions des personnes qui nous suivent en visio. Karine vous a envoyé un mail dans la journée, donc vous avez son adresse, et vous pouvez lui écrire comme un grand champ libre, en quelque sorte, si vous souhaitez partager une réflexion, une recommandation, un souhait qui sera pris en compte par la SN pour les perspectives d'avenir, des changements de procédure, des modifications, voilà, quoi que ce soit, c'est pris en compte, votre parole est prise en compte, c'est notre journée, ce n'est pas les journées des gens qui sont sur la scène, c'est la journée de séminaire de tout le monde. Voilà pour les 2 choses que j'avais à vous dire. Donc, nous allons parler retour d'expérience, les retours d'expérience d'événements significatifs, excusez-moi, les événements significatifs ont connu entre 2008 et 2015, les déclarations ont augmenté, et puis depuis 2015, ces déclarations ont baissé. Pour vous donner juste l'exemple, entre 2021 et 2022, les déclarations ont baissé de 20%. Alors, il faut savoir pourquoi, quelle en est la cause, et sans faire remonter artificiellement la courbe, la faire remonter pour la faire remonter, il faut agir et savoir quoi décider, quel plan d'action mettre en œuvre. Pour cela, nos invités seront plusieurs centres de radiothérapie, mais avant d'écouter les centres de radiothérapie sur les REC, sur comment ils pratiquent, ce qu'ils ont observé, je souhaiterais inviter Carole Rousse de la SN, que vous avez entendu plusieurs fois depuis ce matin, et Nicolas Pourel de la SFRO. La zapette. Est-ce que vous souhaitez un micro? Ouais. Okay. Nicolas Merci. Pourel, vous voulez un micro également? Oui. Hop. J'interviens effectivement cette fois-ci sur le REX et la vision de l'ASN sur à la fois le fonctionnement des CREX et également sur les événements qui sont déclarés et effectivement on examine les comptes rendus dans le cadre de l'instruction de ces événements. Alors je voulais revenir, mais je vais faire assez vite puisque finalement vous avez eu cette présentation ce matin notamment, et puis ça vient d'être dit. Alors je rappelle que ce système il a été mis en place en 2007. Après l'accident d'Épinal. Aujourd'hui, la déclaration, elle est intégrée au portail unique des vigilances. Il y avait vraiment une volonté de simplification. Donc, je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, de toute façon, vous connaissez très bien le process. Et on constate effectivement, on a eu une montée de 2007 jusqu'à 2012, une montée des événements. Et puis ensuite,
voilà, une diminution progressive, alors depuis 2012 en fait. Voilà, et donc on souhaitait collectivement aussi s'interroger, est-ce que finalement cela rend compte d'une amélioration enfin, de la sécurité? On a davantage procéduré, etc. Donc c'est des questions qu'on se pose. Je voudrais quand même rappeler que la France a les critères de déclaration les plus exigeants, et notamment sur la radioprotection des patients. Donc on est exemplaire, il faut pas... voilà, je crois qu'on peut le dire, hein, ne pas l'oublier. On a aussi été copié, donc voilà, ça me paraît important de le rappeler. Vous voyez qu'on avait, à la plus forte année, on avait 259 événements, et puis on en a en 2022 102. Bon, à rapporter aux 4 millions de séances en radiothérapie, ça montre qu'effectivement, on n'a quand même pas beaucoup d'événements. Alors si je regarde par rapport à la gravité des événements déclarés, on en a de l'ordre de 4 événements de niveau 2 par an. Alors je mets de côté Épinal et Rangueil, mais sinon on est plutôt voilà, environ 4 niveaux 2 par an. Et par contre ces dernières années, fin 2020-2021, on a eu des niveaux 3, ce qu'on n'avait jamais eu. Donc, un en radiothérapie, notamment sur une erreur de fractionnement, et puis en curithérapie sur une désolidarisation de la source. Sur le fonctionnement des CREX, nous, ce qu'on constate à la lumière des inspections, mais aussi en regardant les analyses des événements, c'est que bon, globalement, la qualité des analyses s'est améliorée au fil du temps, depuis 2007, clairement. Alors, on trouve quand même beaucoup d'actions qui sont vraiment focalisées sur les opérateurs de dernière ligne. Bon, on peut dire qu'on a une bonne culture du signalement dans les services. Vous voyez qu'il y a 80% des centres. En fait, là, la courbe retrace les constats d'inspection concernant la culture de déclaration et l'organisation des CREX, et également l'analyse, la définition des actions correctives, et puis la capitalisation. Et là où on constate finalement chaque année on va dire une faible proportion d'événements qui vont jusqu'à la fin du processus, qui est d'évaluer les actions correctives, en fait, la robustesse des actions correctives. Donc ça, il n'y a que 30% des centres qui le font. Au niveau des causes, les principaux enseignements sur les causes et la typologie des événements, on a majoritairement des erreurs de positionnement, de fractionnement de la dose, d'identité. On a toujours une petite quinzaine chaque année d'erreurs d'identité de patients, et puis des erreurs de latéralité, environ 5 par an. Et quand on regarde plus spécifiquement les événements de niveau 2, là on a principalement des erreurs de latéralité, de surdosage et de fractionnement. Et c'est vrai qu'avec le développement des techniques hypofractionnées, dès lors que voilà, on a des erreurs, on peut assez vite monter en termes de gravité. Et puis des événements qui heureusement ne sont pas graves jusqu'alors, mais voilà, qui nous interrogent vraiment, ce sont les erreurs, les événements sériels, les erreurs d'étalonnage, de modélisation de table. On en a eu sur ces dernières années alors qu'on n'en avait plus. Donc voilà, vraiment une vigilance sur ces points-là. Quant aux causes, les principales causes, on est sur des problèmes de gestion, des défaillances de gestion des dossiers patients. Voilà, avec des imprécisions, des informations qui sont dans les dossiers patients. Et puis également des validations qui sont défaillantes. Et ce qu'on constate, c'est que les contrôles, la nature des contrôles, la précision des contrôles, finalement, enfin, c'est pas suffisamment détaillé au moment où on valide. Mais on ne sait pas exactement ce qui a été contrôlé. C'est particulièrement vrai dans les étapes de contourage des organes à risque et des volumes cibles. Parmi les défaillances, on a aussi revient régulièrement les défauts de communication entre équipes. Et ça, je dirais que la dernière étude sur les enseignements d'Eneis la montre exactement la même chose. Et puis, dans les facteurs contributifs, on note souvent la charge de travail qui revient. Voilà, je ne m'étends pas plus, juste pour vous dire qu'on fait un large retour d'expérience des événements, et ça nous intéresse d'avoir votre retour sur l'utilité de ces documents. Vous le savez, on fait des bulletins sur la sécurité du patient, on fait des fiches REX, et puis on a eu des lettres circulaires, donc je vous ai mis le nombre, tout est sur le site internet de l'ASN.
Mais malgré tout, on revoit régulièrement les mêmes erreurs. Je vous l'ai dit, fractionnement, erreur de dose. Et en tout cas, nous, ce qu'on souhaitait vous dire, c'est l'importance de réaliser des audits pour tester la robustesse des barrières, qui permettent de prévenir des erreurs les plus à risque, donc la latéralité, le fractionnement, l'étalonnage. Et puis de ne pas négliger les fondamentaux de la sécurité que sont les contrôles des équipements en fait. Alors je pense bien évidemment aux erreurs d'étalonnage, mais aussi et au contrôle qualité, mais aussi à toutes les préconisations constructeurs. Et là c'est notamment vrai en curithérapie. Voilà, donc ce qui m'intéresse moi en l'occurrence, c'est de savoir est-ce que ça vous sert, est-ce que c'est suffisant et est-ce qu'il faut améliorer ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Donc il me reste 3 minutes. Ouais, c'est vrai. C'est ça ? Ok. Non, je tenais à préciser. C'est pas 10 minutes chacun, c'est 7 plus 3. C'est pas mal, hein ? Bon, je vais faire court. C'est une certaine vision des chiffres. Mais on Alors, pourrait je m'étais dit de toute façon que je ferais qu'une seule diapo, c'est celle-là. Donc bienvenue au CREX, une démarche qui a toujours un succès fou dans les services de radiothérapie français. Et je vais essayer de le démontrer grâce aux chiffres que nous a donné l'AFQSR, l'association des qualiticiens, il y a quelques années. Bon, moi, j'ai eu l'opportunité de présenter sur le sujet dans d'autres pays européens. Ça aussi, c'est intéressant de sortir un petit peu de nos préoccupations franco-françaises. Cette diapo-là, clairement, est celle qui a le plus de succès. Et on me dit aussi, c'est tellement français. Alors, pourquoi c'est tellement français ? Parce que le CREX a des vertus qui sont propres à notre culture. Et la gestion de la qualité et de la sécurité, c'est une affaire de culture. Donc en France, on aime le côté égalitaire et participatif, et à mon avis, c'est très fort. D'ailleurs, Isabelle Barillot va nous expliquer comment moderniser les CREX, parce que les CREX, ça date pas d'hier, ils ont, pour certains centres, plus de 10 ans, et ils peuvent s'essouffler, c'est vrai. C'est pluriprofessionnel, donc vous voyez qu'ici, déjà, il y a une certaine féminisation de la profession de santé, déjà, premier point. Ensuite, c'est les femmes qui dirigent, donc toutes les patronnes sont là, mais enfin... tous nos soignants ont un jour participé au CREX et je pense que la plupart ont été un jour l'expert désigné pour analyser un presque incident. Alors, il faut le dire aussi, dans les CREX, on va analyser tous les mois des presque incidents. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que comme on a beaucoup travaillé nos process, nos manières de travailler, on n'a plus beaucoup d'événements significatifs de radioprotection. Notamment ces événements qui ne devraient jamais se produire, qui est l'erreur d'identité, l'erreur de côté, l'erreur de fractionnement, des erreurs toutes simples, des erreurs d'être humain en fait. Et on a quand même beaucoup travaillé pour avoir des détrompeurs. J'ai pas de mot en français plus simple que cela. Et ces détrompeurs, c'est tantôt un système informatique, tantôt une double vérification humaine. Tous les systèmes d'identito-vigilance qui existent dans les hôpitaux et qui sont partout. Donc je pense que le déclin du nombre de déclarations d'événements significatifs de radioprotection, c'est peut-être le mot que vous cherchiez tout à l'heure, est lié au fait que quand même on a beaucoup éliminé ces erreurs très basiques. Mais il y en a encore. Et je pense qu'on peut s'améliorer. Donc moi je pense aussi que d'avoir créé cette communication au sein des services nous a fait énormément progresser en tant qu'équipe, en tant que groupe humain, alors que la tradition du fonctionnement hospitalier de mes années de formation, c'était quand même... une forme d'omerta un peu lourde à importer, en gros pas de vague quoi. Et la transparence que ça amène aussi est très intéressante. Alors quand même, 2 propos un petit peu plus solides, les CREX ne sont pas basés sur un groupe de parole qui parle et qui ne fait rien, il faut bien le régler avec un règlement intérieur et un certain professionnalisme dans l'agencement des réunions qui commencent à l'heure, qui finissent à l'heure. Et il faut former les personnels à la déclaration des événements. Il ne faut pas que les déclarations soient des manières de dire « un tel m'a mal parlé, l'ambulancier a été très bête ce jour-là », enfin bon bref, ce genre de déclaration qu'on pouvait avoir jadis. Et il faut aussi qu'il y ait une diffusion des rapports. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'information qui est gérée dans ces CREX reste à la connaissance exclusive des gens qui ont du galon dans une entreprise, mais que tout le monde ait accès à ces rapports, ce qui est le cas dans nos institutions, je le pense, en tout cas dans la mienne. Ensuite, la SFRO pense profondément qu'on n'y serait jamais arrivé sans l'émergence d'un nouveau corps de métier majeur dans nos hôpitaux, qui sont les qualiticiens. Voilà, ce n'est pas vraiment profondément le métier des radiothérapeutes, des physiciens d'hôpitaux, des manipulateurs radio.
la qualité et la gestion des risques, c'est le métier des qualiticiens. Ils nous ont apporté énormément. Ils avaient d'ailleurs fait cette étude il y a quelques années où ils avaient obtenu quand même pour 168 centres français 100 répondeurs. Et en vérité, bon, la plupart des centres avaient un CREX et signalent à peu près tous les mêmes problèmes. Et une des difficultés que l'on a, c'est de bien distinguer ce qui est un incident d'un événement significatif de radioprotection, parce que le niveau 0 de l'échelle, il n'est pas facile. Pas de conséquences dosimétriques, pas de conséquences cliniques. Alors quand est-ce qu'on est au niveau 0, c'est pas toujours évident. Puis il faut l'admettre, il y a un peu la peur du gendarme et la charge de travail administratif en cas de déclaration est considérable. Même pour un niveau 0, on en conviendra, dans les autres pays européens, il n'y a pas de déclaration aux instances pour un événement de niveau 0, on peut se le dire. Mais bon, toujours est-il que le ressenti est largement positif à l'égard des CREX dans cette étude qui, j'en conviens, date de quelques années. Je pense que c'est toujours le cas. Il faut certainement moderniser les CREX et je vais passer la parole à Isabelle. Le temps est le facteur clé pour la gestion de la qualité, toute chose qui a déjà été dit ce matin. Il faut peut-être remettre en question les méthodes historiques. Orion est la méthode qui est majoritaire en France parce que, n'oublions pas, c'est les aviateurs qui nous l'ont montré au début, mais ce n'est pas forcément la méthode pour toujours. L'implication des directions est absolument primordiale, chose qui a été déjà dite ce matin, c'est tellement vrai. Et puis n'oublions pas, il faut garder un peu d'argent et de temps pour former les soignants. Je vous remercie pour votre attention. Il y a une petite pub quand même à la dernière la petite pub, pardon, je vais vous oublier. Venez nombreux au cours sur la gestion du management de la qualité de l'estro qui a lieu à Grenade en Espagne bientôt. C'est une bonne manière de challenger votre connaissance de la gestion de la qualité en radiothérapie face à d'autres équipes européennes qui fonctionnent très différemment. Ce cours a une vertu, c'est qu'il démontre à quel point la gestion de la qualité et des risques, c'est très culturel. Et donc notre manière de faire est très française, mais je pense qu'elle est fondamentalement bonne et elle est vue ailleurs en Europe comme en avance, pas en retard, en avance. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas Pourel. Et effectivement, nous accueillons Isabelle Barillot, chef du pôle cancérologie et urologie au CHRU de Tours. Bonsoir à toutes et tous. Alors effectivement, moi je vais vous parler d'une méthode qui va vous paraître peut-être incongrue comme ça de première intention, puisqu'il s'agit du lean management. Donc de lean management, vous en avez sans doute entendu parler. C'est très utilisé dans l'industrie automobile, chez Toyota, le meilleur ouvrier, le meilleur vendeur, etc. etc. Mais effectivement, vous allez voir que ça peut s'appliquer dans le domaine de la santé et ça peut s'appliquer, je pense, enfin on en débattra après, à nous, pour notre retour d'expérience, des événements, alors je dirais, significatif de radioprotection, on en a de moins en moins, c'est ce que disait Nicolas, fort heureusement. Des événements de radioprotection niveau 0 ou des presque incidents, on en a aussi de moins en moins. En revanche, ce qui persiste, ce sont les irritants du quotidien et notamment ce qu'on disait, ce que Carole disait, les événements liés à la mauvaise communication ou à l'utilisation de mauvais moyens de communication. Alors, bon, c'était pour vous montrer qu'effectivement, on a commencé, comme tous les centres français, en 2008. On a été formés, nous aussi, par la MEA à l'époque, qui nous avait appris la méthode Orion, etc. Et vous avez vu que bon, ceci est basé sur la déclaration d'événements, quel qu'il soit, et on en avait pratiquement la première année un nombre considérable. Tout le monde avait déclaré un peu tout et n'importe quoi, si on peut dire. Et puis, au fil des années, eh bien, jusqu'en effectivement 2012, c'est là où on voit déjà la première chute. Les choses ont commencé à diminuer en termes de déclaration interne, alors que les actions d'amélioration, elles, se maintenaient. Et on avait été rechallengé d'ailleurs par Carole en 2017, quand elle était venue nous inspecter. Et donc on avait essayé, en 2017, on avait eu un rebond.
Et puis après, CATA 2018-2019. Et pourquoi ? Parce que, en fait, les déclarations avaient chuté, l'intérêt pour les CREX complètement aussi, parce que les professionnels disaient « Ok, on choisit 1 ou 2 événements tous les mois, et alors ce qui nous pourrit la vie tous les jours, alors ça, on s'en occupe pas. » Donc, on ne déclare plus, et puis les CREX, on en a, entre guillemets, plus rien à faire parce que ça ne nous apporte rien. Alors Isabelle, je vous invite à regarder plutôt cet écran, comme ça vous ferez face au public. Oui, mais on ne voit rien là-dessus, donc moi je préfère regarder ça. Bon ben voilà, invitation qui tombe à l'eau. Voilà. Parce que là vous risquez de tourner le dos au public, c'est pour ça. C'est bien, mais bon. Même si c'est un très beau tailleur. Et donc, trouver une autre méthode. Oui, mais quelle méthode ? Eh bien, la méthode, j'ai commencé à l'entrevoir, puisque je suis chef de pôle et que j'avais été conviée au séminaire managérial qui était organisé par le CHRU de Tours en mai 2019. Et le but n'était pas du tout lié à la radiothérapie, c'était de découvrir comment donc, le lean management, qu'on a très vite francisé en management participatif, qui a été donc introduit dans le milieu de la santé par nos collègues belges, et en particulier ceux de Namur, pouvait nous apporter quelque chose. Alors en écoutant, en participant à ce séminaire, donc, il y avait des mots qui m'ont parlé. Qualité de service rendu aux patients, qualité de vie au travail des personnels. Après, bien sûr, développement, innovation et recherche. Bon, efficience médico-économique, ça c'est plutôt un gros mot. Hein. Et puis, il y avait quelque chose qui peut paraître tarte à la crème, qui est un système qui repose sur des valeurs collectives d'une communauté soignante, mais pas que. Et dans un gros établissement où on est quand même très très dispersé, travailler sur ces valeurs, eh bien, finalement, on y a trouvé du sens. Et les valeurs du CHRU de Tours, elles sont, on peut dire, un peu tarte à la crème, effectivement. Le respect, l'ambition collective, l'esprit d'équipe et la loyauté. Mais je pense qu'on peut tous se retrouver dans ce type de valeurs. Alors, il y a quelque chose qui nous avait bien plu, parce que dans ce management participatif, on part d'une promesse que l'on fait à nos patients. Et puis, il y a plusieurs méthodes, bien sûr, de travail autour de ces méthodes de management participatif, mais notamment d'analyser tout ce qui peut nous empêcher de réaliser la promesse que nous faisons à nos patients. Et notamment, toutes les déclarations que l'on fait dans le cadre du retour d'expérience, c'est bien des petits événements ou plus gros événements qui nous empêchent de prodiguer des soins pour un ou quelques patients donnés de qualité et de sécurité, puisque c'est ça notre promesse aux patients. Ce qui nous a bien plu aussi, c'était que c'est quelque chose qui est dynamique, visuel, et qui repose sur des réunions beaucoup plus fréquentes que les réunions de CREX, qui se font une fois par mois, puisque là, c'est une fois par semaine, mais très courte, sur 20 minutes, et c'est le système du stand-up. Et puis, ce qui était aussi intéressant, c'est que, à bas la hiérarchie, alors on l'avait déjà dans les CREX, même si Nicolas disait qu'il y avait les chefs qui assistaient, mais déjà dans les CREX, tout le monde avait la parole, il n'y avait pas de hiérarchie. Et là, c'est tout à fait ça. Celui qui dirige le CREX n'est pas forcément quelqu'un qui a autorité. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui peut avoir, vis-à-vis de son équipe, effectivement, la possibilité d'agréger des gens sur un sujet donné. Alors, quand je suis revenue de ce séminaire, j'en ai parlé donc à l'équipe, et puis j'ai pas eu de mal, finalement, à avoir des volontaires pour participer à l'aventure, puisque nous avons été formés par un consultant, en se disant que, bingo, pourquoi cette méthode ne deviendrait pas notre méthode de prédilection, de retour d'expérience en radioprotection, et au-delà, ça devrait participer à améliorer la qualité de vie au travail
parce qu'on allait parler aussi des irritants du quotidien, et puis être un outil de gestion de projet, mais l'outil de gestion de projet, c'était plutôt au niveau de l'établissement, puisqu'au niveau de l'établissement, on n'était pas que les seuls à s'engager dans cette démarche. Et bien sûr, au service du patient et des usagers. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? On s'est mis en œuvre. Donc, la fiche CREX de déclaration qu'on met dans une urne et que personne ne voit pendant un mois, fini. On fait des petits post-it de couleur par thème et on les accroche sur un tableau. Donc, on s'est fait notre petit espace management participatif avec notre tableau et avec notre promesse aux patients. Alors, c'est pour un traitement de qualité dans les meilleurs délais. Le flash de l'appareil photo a enlevé délai, mais c'est bien ça notre promesse aux patients. On a construit nos outils visuels pour suivre justement le cheminement des actions d'amélioration. Donc, c'est des fiches A3, A4 et A5. En fait, ce qui est vendu, si on peut dire, dans le management participatif, c'est du A3. Et nous, on s'est dit, il y a du A4 et puis il y a du A5. Et le A5, c'est pour répondre à des problématiques très simples, du style, il n'y a personne qui ferme le service le soir. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà. Bon, ben, c'est pas compliqué de désigner qui c'est qui va fermer le service. Est-ce que c'est l'aide-soignante qui a fini, enfin l'ASH qui finit le ménage, etc. Et les fiches A5, c'est pour faire du just do it. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une décision qu'on peut prendre tout de suite en disant, bon, ben, c'est le dernier qui part, et le dernier qui part, eh bien, c'est ceux qui font le ménage, donc c'est eux qui vont fermer le service. Et la réunion de stand-up. Donc, on l'a fait le mardi entre 12h15 et 12h35, des fois ça déborde un peu jusqu'à 12h45. Et alors bon là, effectivement, c'était parce qu'on faisait un retour d'expérience, donc il y avait beaucoup de monde, mais il y a souvent beaucoup de monde. On est rarement 3-4, c'est un peu... donc c'est le pendant de ce que Nicolas a montré, mais debout, en fait, et pas besoin de manger, parce que ça ne dure que 20-25 minutes. Et ça ne prend pas beaucoup de temps à l'équipe. Alors, on s'est dit que, très bien, mais il fallait toujours être vigilant aux événements significatifs et porteurs de risques et qu'il fallait traiter dans le cadre d'un CREX qui restait quand même la référence. Et par contre, les irritants du quotidien, management participatif. Alors, qu'est-ce que ça change? Dans les modalités de déclaration, rien. Sauf qu'on prend des post-it, mais quand on a des événements qui méritent d'être, qui sont des événements significatifs, qui méritent d'être déclarés à l'ASN, mais aussi à notre direction de la qualité, eh bien, on fait toujours la même chose. Ça ne change rien. Le rythme, donc, avant 2020, bien, on faisait une déclaration des événements significatifs de radioprotection quasiment immédiatement après qu'on les ait découverts. Et puis, quand ce n'était pas ça, on les faisait une fois par mois. Et ça n'a pas changé avec le management participatif. Ça n'a aucune raison de changer. En revanche, ce qui a changé, c'est qui examine. Avant 2020, c'était les membres de la cellule CREX, qui était définie pour quelques mois, puis on changeait. Et là, en management participatif, c'est ceux qui sont là, qui viennent et qui participent. Le rythme, donc avant 2020, une fois par mois, depuis 2020, une fois par semaine. Qui prend en charge le traitement de l'événement? Avant 2020, c'était, selon la méthode Orion, la personne qui allait prendre en ça et coordonner les choses. À partir de 2020, c'est « ouais, moi ça m'intéresse de travailler là-dessus », et puis l'autre dit « moi aussi », et il y a des petits groupes qui se forment pour travailler autour des solutions pour résoudre le problème. Donc, avant 2020, c'était l'analyse systémique ou pseudo-systémique. Et à partir de 2020, donc, on continue à faire des analyses systémiques, bien sûr pour les événements indésirables graves de radioprotection, mais pas que, hein, pour les autres aussi. Et en revanche, on fait des analyses beaucoup plus simples, donc par des groupes de travail qui vont chercher les meilleures solutions pour les événements irritants du quotidien.
La traçabilité avant 2020, c'était les fameux comptes rendus de CREX. Et maintenant, c'est les comptes rendus de réunion de stand-up, parce qu'il y a toujours un secrétaire de séance quand même qui prend les grandes lignes, les grandes conclusions, et puis nos fameuses fiches A3, A4, A5, et on en refait un bilan quand même dans un pack, parce qu'il faut bien que ces actions apparaissent ensuite pour qu'on les trace. Alors les suivis d'indicateurs avant 2020, ben, c'était un fichier Excel. À partir de 2020, c'est un peu plus collégial, mais on n'est toujours quand même pas super bon pour le suivi de ces indicateurs. Il faut bien dire ce qui est. Alors, est-ce que ça marche? Donc, vous vous souvenez, 2018, il n'y avait plus rien. Alors, 2020, on a commencé en 2019, on a commencé en octobre 2019. Après, il y a eu Covid qui nous a freiné quand même quelques mois parce qu'on se disait, management participatif, stand-up, non, hein, on ne va pas faire ça. Et puis après, on a repris, effectivement, malgré les deuxième, troisième, quatrième vagues de Covid. Et vous pouvez voir que finalement, on se retrouve avec un nombre d'actions travaillées, mises en place, qui est de nouveau l'équivalent de ce qu'on avait avant 2017. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Et on aborde des sujets qui peuvent aller même jusqu'à la gestion de projet. Parce que on a eu à un moment une problématique, c'était une de nos premières déclarations, comme quoi, alors bon, l'ASN se bouche les oreilles, mais c'est comme ça, on était en pénurie pendant les vacances de Noël de brancardiers pour aller chercher les patients dans les étages pour les traiter, donc c'est un manip qui y est allé et qui a laissé son collègue tout seul pendant un quart d'heure, ce qui n'est pas bien du tout. En plus, on a eu une inspection ASN derrière qui nous l'a bien dit, et les manips avaient bien insisté pour dire que c'était pas normal, c'était pas assez nombreux, et donc ça a abouti à un projet institutionnel, puisque pour que nous ayons, ce sont nos ASH en fait qui font et le ménage le matin et le soir et le brancardage dans la journée, eh bien on leur a enlevé les tâches de ménage matin et soir et on a mis une entreprise de nettoyage à la place. Et donc ça s'est transformé en projet institutionnel. Donc vous voyez qu'avec ce management participatif, on peut faire des choses aussi qui dépassent très largement ce qu'on faisait en CREX. Alors en conclusion, eh bien, pour moi, le management participatif, c'est une méthode de retour d'expérience qui est adaptée à la prise en compte et au traitement des événements indésirables et porteurs de risques en radiothérapie. Ça ne nous empêche pas de déclarer des EIG, dont un récemment de latéralité malheureusement. Donc, surtout l'avantage, c'est que ça prend en compte les irritants sans délai. C'était ce que l'équipe demandait. Ça permet d'augmenter le nombre de professionnels qui participent à la résolution de problèmes. On met plus rapidement les actions d'amélioration simples, là, les fameuses « just do it », il ne faut pas 3 ans pour mettre ça en place. Normalement, ça doit être mis en place et dire que là, ça a été mis en place la semaine suivante, lors de la réunion de la semaine suivante. Et puis, ça permet d'offrir une vision synthétique et accessible à tout moment des problèmes traités, puisque le tableau est ouvert, enfin est visible en permanence par toute personne, alors pas les patients, parce qu'on a la chance d'avoir un lieu qui est un peu isolé, mais qui est quand même un lieu de passage, donc par tous les professionnels. Merci voilà beaucoup, ce que je voulais vous dire. Isabelle. Je vous en prie, vous pouvez nous rejoindre et choisir un fauteuil. Nicolas Pourrel, je crois que vous devez nous quitter à 5h15. 5h30 ? C'est merveilleux. Comme nous avons encore Merci de vous en préoccuper. Avec les grèves, c'est un peu compliqué, oui. Ok. Alors avant de peut-être poursuivre, on a encore 2 présentations. Je voudrais que la salle ou moi-même puissions déjà échanger avec vous pour pas se retrouver à la fin coincés. Merci. Comment vous regardez la présentation d'Isabelle sur l'apport du management participatif qui a réussi à remonter l'intérêt pour les CREX et à redonner un souffle aux équipes? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je pense que le lean management est une méthode très puissante pour améliorer la qualité des soins dans un centre. À titre personnel, j'en ai très envie dans le mien. Voilà. Repub, venez au cours de l'Estro fin avril.
On a une oratrice sur le sujet qui le fait à Rotterdam depuis plus de 10 ans, qui gère un immense département de dosimétrie. C'est aussi extrêmement adapté pour gérer la charge de travail en dosimétrie. Donc, Repetita, hein. Grenade, 23-26 avril, venez nombreux. Et j'aimerais emmener mon équipe vers ce type de méthode, parce que je pense que c'est une manière de moderniser le CREX et d'aller un peu au-delà d'Orion. Et en fait, c'est toujours le CREX, hein, qu'on fasse du lean ou du management participatif. Merci d'avoir inventé un mot français pour management lisse, c'est pas très... Bon, participatif plus sympa. Voilà. Et j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une vision industrielle issue des cercles de qualité de Toyota. Tout à fait, c'est japonais à la base. Et bon. Qu'est-ce qui vous sépare du j'aimerais à je fais? Toujours pareil, le temps. La formation? La formation, exactement. Accéder à une formation francophone sur le sujet. Bon, la formation de l'estro est anglophone, mais enfin quand même, on comprend, hein, les termes sont les mêmes. Et voilà, et puis la volonté institutionnelle, c'est pas parce que j'ai envie que ça va se produire. Il faut aussi qu'il y ait un moment où on ait collectivement envie d'y aller. Hein. La qualité, c'est pas quelque chose de descendant. La direction dit pas faites ça. Non, pas du tout. Il faut que l'équipe ait envie de bouger. Et bien sûr, les directions doivent être là en appui et garder un peu d'argent, un peu de temps de soignants pour se former. Mais par les temps qui courent, c'est compliqué. C'est pas tant l'argent, c'est le temps. C'est le temps. Avez-vous une question à adresser à Nicolas avant qu'on passe à une autre présentation, puis je reviendrai de nouveau pour mes questions. Allez-y, n'hésitez pas. S'il y a une question, non, en visio. Vous n'hésitez pas à réagir, hein, évidemment, aux présentations qui vont venir. Comme j'ai eu très peu de temps, je voudrais redire que le point de vue de la SFRO est simple, hein, c'est de penser que le CREX reste un des piliers absolument fondamentaux de la gestion des risques et de la qualité. Et vous déplorez que tout le monde n'en soit pas convaincu? Non, non, du tout. On m'a dit d'exprimer aujourd'hui le point de vue de la SFRO. C'est le point de vue de la SFRO, c'est ce qui est en tête sur chacune des diapos. Et deuxième point, on ne peut pas avoir un CREX opérationnel sans professionnel de la qualité qui soit avec nous. Alors je ne dis pas forcément à temps plein, mais c'est absolument fondamental que dans tout département de radiothérapie, il y ait un temps, au moins partiel, de qualiticien aisément accessible. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais inviter maintenant Bérangère Piron, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes la bienvenue. Je suis en visio. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien, la connexion est bonne, les tests se sont bien passés? Pour moi, c'est bon. J'espère que vous m'entendez bien. Je m'entends en écho, par contre. Vous vous entendez? C'est pas trop gênant? Vous allez arriver à parler, à présenter? Oui, c'est bon. Vous êtes physicienne médicale en radiothérapie au CHU de Nîmes et vous vouliez nous parler de l'évolution de la démarche REX chez vous, justement, dans vos services. Expliquez-nous comment ça se passe. On peut afficher les diapos ou pas? On peut, il suffit de dire, de le demander et nos équipes techniques vous la diffusent et puis peuvent vous passer la prochaine. Il suffit de dire prochaine diapo. Super. Je ne sais pas si c'est la bonne présentation. Juste ce que je voulais dire, déjà je voulais remercier la SN de nous avoir invités et puis du coup je regrette de ne pas être là, comme certaines personnes j'ai des problèmes de transport. Et puis j'avais une présentation où on était à 3 noms pour faire cette présentation. Je devais être là avec Audrey Chenalet qui est ingénieure qualité pour la radiothérapie au CHU. Et puis aussi Roselyne Chabalier qui est cadre de santé en radiothérapie. Et du coup, je suis seule, puisque nous sommes actuellement en certification HAS et les experts visiteurs sont actuellement cet après-midi dans le service de radiothérapie. Donc du coup, je vais essayer de parler pour nous trois. Si le retour vous gêne, si votre retour vous gêne, vous pouvez presque couper vos enceintes, hein, parce que on ne va pas vous couper pendant votre présentation, et vous remontrez le son une fois votre présentation terminée. Juste pour le temps, il nous reste 12-13 minutes. Et ce que vous n'aurez pas eu le temps de dire pendant la présentation, vous pourrez le dire pendant les questions-réponses. Pendant les questions, ok. Bon, je vais essayer d'aller vite. Hein, du coup. Bon, je pense que je vais aller très vite sur les diapos de mes collègues. On peut passer à la diapo suivante? Oui. Donc voilà, donc ça, juste pour revenir sur une petite historique, donc je vais aller assez vite finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin.
Bon, on est reparti sur cette présentation de 2007 jusqu'à aujourd'hui, voir ce qui a été un petit peu innovant, ce qu'on a essayé de faire pour dynamiser la démarche CREX. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2017, à ce moment-là, il n'y a aucune démarche qualité dans le service, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de traçabilité des dysfonctionnements. Donc je vais vite, puisque je repasse sur des choses qui ont été dites déjà. En 2017, donc, il y a l'accident d'Épinal, hein, et puis la conséquence, une des conséquences qui était la décision ASN, qui est la DC 103, avec l'obligation d'un système de management de la qualité dans les services de radiothérapie. À ce moment-là, en termes de relevé d'événements indésirables, il y a un cahier de déclaration qui est mis en place, qui est juste une version papier, avec une traçabilité des événements, mais aucune exploitation de ce cahier n'est faite. Et on démarre les premiers pas vers la qualité, mais c'est un petit peu frileux, il n'y a pas de langage qualité connu dans le service, on commence sur les premières procédures sur l'organisation du quotidien, voilà, mais c'est un petit peu léger. Diapo suivante, s'il vous plaît. 2008, hein, donc ça a été dit aussi au cours de la journée. Hein, donc l'INCa lance la mission d'expertise et d'audit hospitalier avec une proposition d'accompagnement de la radiothérapie dans la mise en place des SMQ. À ce moment-là, donc le CHU de Nîmes candidate et puis est retenu. Donc, ce qui a permis en octobre 2008 un début d'accompagnement par un cabinet d'audit avec un auditeur qui est arrivé dans le service, qui avait l'avantage d'avoir fait l'École nationale d'administration, donc qui avait des connaissances un peu méthodologiques, et puis de connaître aussi la radiothérapie. Donc du coup, il a commencé à former l'équipe sur la démarche qualité, et puis il a fait son travail d'auditeur, c'est-à-dire un état des lieux sur plusieurs mois, sur ce qui était fait dans le service de radiothérapie, donc pour bien comprendre le service. Et puis il a déployé donc voilà un plan d'action qui a été très objectif, qui a été présenté à la direction générale et puis qui a permis dans la foulée à cette personne de rester pour accompagner le service pendant 3 ans. Donc ça, c'était le début de la démarche qualité. Donc je vais assez vite. Est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc là, début 2009, donc là, on commence à parler d'indicateurs dans le service, indicateurs de productivité, de délai, de qualité. Et puis, on introduit aussi la notion de processus. Diapo suivante, je vais assez vite. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de CREX dans le service. Et donc, sont introduits donc, les fiches d'action CREX. Fiche d'action CREX, donc, qui a été le début finalement de l'exploitation du cahier du registre en fait papier qui était rempli essentiellement par les manipulateurs. Et donc voilà, cet auditeur nous a proposé ce format de fiche d'action CREX, donc qui a été le début, mais qui a été largement amélioré depuis. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc pour cette mise en place des CREX, il y a une phase préparatoire, donc on en a parlé aussi. Donc, il y a un binôme au sein de l'équipe de radiothérapie qui a été formé de la cadre de santé et d'un manipulateur référent. Donc ils sont partis se former à la méthode d'analyse Orion, par Air France Consulting. Et puis au retour de cette formation, fort d'une motivation vraiment de faire bien les choses pour le service de radiothérapie du CHU, la cadre de santé donc, a décidé en fait d'étendre la formation à l'ensemble du service. Donc toute l'équipe a ensuite été formée par Air France Consulting sur site, donc à la démarche CREX, sur chaque membre de l'équipe, donc à hauteur d'une journée chacun, dans l'objectif d'utiliser tous le même langage qualité et d'avoir des bases de connaissances sur ce qu'est un événement désirable, les modalités d'analyse des événements désirables. Et puis, on en a parlé aussi aujourd'hui, intégrer aussi pour tous. Ça a été le début vraiment de la culture qualité pour chaque membre de l'équipe de radiothérapie. C'était aussi intégrer la notion de facteur humain. Donc tout le monde commence à se sentir concerné vraiment par cette démarche. Et puis on lance les fiches de déclaration. Donc on n'avait plus un simple cahier. On initie les fiches de déclaration qui restaient papier, donc spécifiques au CREX, à tous les postes. Donc je crois que c'est pas mes diapos, je crois qu'il y a des modifications qui ne sont pas. Bref. Donc on a cette fiche déclaration papier donc qui est spécifique au CREX, qui est disponible à tous les postes de travail. Au début, donc ces fiches étaient saisies dans un fichier Word qui était très minimaliste. Et au début, on n'avait pas non plus une notion de gravité de fréquence.
donc ce qui a été introduit par la suite, et en réunion CREX, qui a été initiée donc, de manière mensuelle, on avait un simple passage en revue des fiches. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, on avance petit à petit dans le temps, et donc au CHU, à ce moment-là, il y a on passe d'une notion de qualité qui était constituée au niveau de la direction de 2 personnes, donc une secrétaire et une cadre de santé, à une direction qualité-gestion des risques avec une directrice nommée, et puis un vrai binôme au sein de la radiothérapie qui est constitué donc, de la cadre de santé qui a vraiment les connaissances de terrain de la radiothérapie avec quelques notions de qualité-gestion des risques, et puis d'une ingénieure qualité qui, elle, ne connaissait absolument rien à la radiothérapie. Donc là, on a fini avec l'auditeur que j'ai cité juste avant. Et là, l'ingénieure qualité, elle avait vraiment toutes les connaissances méthodologiques. Et donc, c'est à partir de là qu'on a pu vraiment dynamiser le CREX. Avec, comme l'a dit Nicolas Pourret, donc la nécessité, bien évidemment, d'avoir un règlement intérieur du CREX. Donc là, le règlement a été édité avec la composition du CREX et puis toutes les règles pour que ça fonctionne. Donc on modifie à ce moment-là la fiche de déclaration du CREX, on introduit les notions de processus, et puis on change de support de saisie. Donc le support de saisie, c'est un support Excel, donc, comme ça a été dit ce matin, je me répète, c'est vrai qu'on a que ça pour l'instant pour travailler, et on aimerait bien avoir des logiciels effectivement dédiés, mais pour l'instant, donc, on utilise ça. Et à ce moment-là, avec l'ingénieur qualité, on met en place un fichier CREX vraiment très complet qui a permis à la fois d'avoir la saisie en fait des événements indésirables, mais aussi avec des items sur la synthèse de ce qui se disait en CREX, avec un compte rendu, et puis un onglet Excel sur les analyses qui étaient faites en CREX. En parallèle, il y a une charte de non-punition, ça a été évoqué aussi, donc une charte de non-punition pour motiver les équipes, donc qui a été proposée à la direction générale, qui a été, on va dire, difficilement reçue. Au début, elle a été refusée, puis voilà, à force de persuasion, elle a été validée par la DG, ce qui a un peu aidé les équipes à déclarer les événements indésirables du service. On a une seule méthode qui a été mise en place, donc d'analyse qui est connue de tous, et puis on a décidé aussi de faire des actions simples. Donc là, on est vraiment sur les événements indésirables du quotidien, pas sur les événements indésirables graves déclarés à la SN. On est sur des actions, donc on propose des actions simples, ce qui a permis aussi de motiver les équipes parce qu'en fait, ils avaient un retour sur la déclaration assez rapide et puis visible. Enfin, tout était en place très rapidement et tout était compréhensible. Donc à ce moment-là, on a beaucoup de déclarations d'événements indésirables au CHU, même encore aujourd'hui. On a entre 100 et 150 déclarations d'événements indésirables par mois, ce qui fait qu'au début, on avait vraiment beaucoup d'analyses. Diapo suivante, s'il vous plaît. Du coup, sur l'idée, comment innover en fait pour relancer l'intérêt des professionnels, puisque c'est aussi le sujet du jour. Donc avec la qualiticienne et la cadre de santé, il y a des journées qualité qui sont réalisées dans le service, avec des présentations sur différentes thématiques en lien avec la qualité-gestion des risques, donc ça peut être en lien avec le CREX ou autre chose. Il y a des quiz de connaissances qui sont réalisés. Donc ça a été aussi en réaction, en réaction à des événements CREX qui étaient discutés tous les mois, puisque parfois on se rend compte qu'il y a des pertes dans la pratique, en fait, il y a des défauts de pratique, donc peut-être liés à des oublis sur des process. Donc du coup, il a été mis en place, et ça c'est vraiment sympa, ça a été mis en place des quiz de connaissances dans des réunions. Donc ça dynamise vraiment parce que c'est sous forme de jeu, donc voilà, c'est vraiment sympa pour tout le monde. Et puis, ces quiz de connaissances, donc c'est vraiment en lien donc, avec les procédures de service, avec la manière de faire des analyses CREX, il y a vraiment des questions sur tous les outils qualité de l'équipe. Donc c'est vraiment très bien. Ça dynamise, on a estimé que c'était vraiment innovant pour l'équipe. On a bien sûr des audits de pratique et des audits de dossiers. Les audits de dossiers sont faits par les manipulateurs, en lien avec une grille qui a été élaborée par l'ingénieur qualité et la cadre de santé du service, et c'est fait de manière annuelle. Donc du coup, on perd pas la dynamique par rapport à ça.
Donc là, comme c'est écrit, donc tout ça c'est ludique, non culpabilisant, non sanctionnant, donc ça permet de redonner du rythme à la qualité. Voilà, donc un autre point aussi qui a permis de maintenir ce rythme, donc là il y a un DU, qualité, gestion des risques, donc en milieu hospitalier, qui a été créé par la direction qualité du CHU, donc sur le CHU, donc qui peut être suivi par n'importe quelle personne qui s'intéresse à la thématique donc en France. Et donc ce DU, la cadre de santé du service l'a suivi et intervient aussi pour la partie CREX. Et en parallèle, donc le physicien, il y a un physicien médical, donc moi en l'occurrence, qui a aussi suivi ce DU. Donc, ce qui a permis, on en reparlera après, d'apporter une dynamique gestion des risques au sein de la physique médicale. Et puis plus récemment, il y a aussi une manipulatrice qui a suivi ce DU. Bérangère, il nous reste une petite minute. Une minute pour votre présentation, mais encore une fois, il y a les questions auxquelles vous pourrez répondre après. D'accord. Ouais, je vais très vite du coup là. Soit vous allez très vite, soit vous sélectionnez les parties les plus importantes. D'accord. Ouais, je vais faire ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a maintenu le CREX dans les périodes difficiles. Donc, période Covid qu'on a tous connue. Et puis, en phase de déménagement du service, on a aussi maintenu les CREX, ce qui a permis aussi de rassurer les équipes. C'était très important. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais très vite. Alors, par rapport à ce que vient de dire Madame Barillot, donc là, je ne relis pas toute la diapositive. Donc là, on a une perspective quand même qui est... on a un système aujourd'hui de CREX qui est très mature. On a beaucoup moins d'analyse et donc du coup, on est sur la mise en place de la gestion des signaux faibles, ce que Madame Barillot appelait les événements irritants du quotidien. Donc là, c'est notre projet pour 2023. Diapo suivante. Et du coup, en parallèle aussi, dans l'objectif de dynamiser un petit peu ce CREX, on a, donc par mon intermédiaire, on a utilisé l'outil en physique médicale. En physique médicale, donc pourquoi? Pour deux objectifs. Le premier, c'était d'aider à structurer en fait l'unité de physique médicale qui était naissante au sein du CHU de Nîmes, et puis aussi d'améliorer, donc, diapo suivante si c'est possible. Je suis désolée, je vais très vite. Diapo suivante. Là, vous pouvez sauter celle-là. Diapo suivante. Là, il faut refaire un clic pour... voilà. Donc là, je disais que ce que je voulais dire en fait par cette diapo, c'est qu'au final, la physique médicale avait du mal pendant longtemps à participer au CREX mensuel du service. Et donc là, récemment, pour réapporter une dynamique, j'ai essayé d'inculquer la culture qualité dans la physique médicale avec une motivation pour déclarer les événements indésirables, ce que nous ne faisions pas jusqu'à récemment en fait. Ça fait à peu près 2 ans qu'on commence à déclarer des événements indésirables et donc forcément on arrive sur des nouvelles thématiques qui n'avaient jamais été discutées jusque-là. Diapo suivant. Et en parallèle, donc voilà, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on utilise en physique l'outil CREX. Donc cette fois, l'objectif c'est d'analyser des événements indésirables qui ne concernent que les problématiques en lien avec la physique. Donc on fait participer que les corps de métier de la physique, donc physiciens, dosimétristes, techniciens de maintenance et responsables d'unité, donc avec pour objectif d'améliorer l'organisation et les process de la physique médicale. Et dès qu'on est sur une interface avec le service de radiothérapie, donc médecin, manipulateur, cadre de santé, on raccroche les wagons avec le CREX mensuel du service de radiothérapie. Diapo suivante. Bon, là, on peut passer. Bon, là, c'est plus une utilisation du REX dans la démarche projet, dans l'analyse des événements, donc en lien avec la mise en place des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques. Est-ce que vous pouvez conclure, Bérangère? Oui, on peut conclure. Je suis allée très vite, du coup. Diapo suivante. Donc, les aspects qui ont facilité toute la démarche qualité et la mise en place des CREX, c'était bien sûr les obligations de réglementation. On a eu un qualiticien qui était dédié, qui maîtrisait lui la méthodologie. En parallèle, on avait une animatrice CREX qui était une manipulatrice. Et puis, bon, je vous l'ai dit, donc la cadre de santé, un manipulateur et moi-même en tant que physicienne, on a suivi le DU qualité gestion des risques en milieu hospitalier. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche CREX, comme elle a été initiée en radiothérapie au CHU de Nîmes, ce qui a été motivant aussi après et valorisant pour l'équipe, c'est qu'on a utilisé notre expérience de mise en place de ce CREX pour accompagner les autres services du CHU, la stérilisation, le bloc opératoire, etc., pour instaurer la démarche. Diapo suivant pour conclure.
Et donc les freins, ça a été le manque d'application de certains corps de métier, donc les secrétaires ou la physique médicale à un certain temps, mais là ça a changé. Bon voilà, je vais passer sur le reste. Et voilà, je termine sur ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Bérangère. Nous avons une dernière présentation de l'IUCT Toulouse qui va bientôt arriver. Je voulais juste vous questionner, vous trois, peut-être, sur la question des outils. Autant vous, Isabelle, que Bérangère avez parlé de Word, Excel, et Bérangère a dit pour l'instant c'est tout ce qu'on a. Dans le but de développer le travail collaboratif, est-ce qu'il est possible, je vous dis ça de mon point de vue de l'extérieur, d'intégrer des logiciels de travail collaboratif qui utilisent déjà des tas de secteurs professionnels, ou est-ce que ça pose une trop grave question de protection des données? On ne peut pas utiliser des applications, je pense à une qui est très connue, qui est Slack, qui permet aux équipes de travailler ensemble, de partager des fonctions, des avis. Alors nous, on utilise maintenant, j'en ai pas parlé, mais au CHR de Tours, on utilise beaucoup les SharePoint Teams. Teams? Ouais. Ok. Donc on peut partager via les SharePoint Teams. D'accord. Mais bon, les manips, ils ont du mal à s'y mettre. Et aussi par le fait que ça marche bien quand on a un ordinateur dédié. Oui, ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas, bien sûr, tous les membres de tous les membres des équipes. Mais c'est vrai que les SharePoint, ça marche bien. Ok. Nicolas? Eh bien, nous aussi. Voilà. C'est le seul outil que vous utilisez? Je ne peux pas vous dire, n'étant pas un expert, ce qui a présidé à ça, mais bon, on doit aussi s'intégrer dans le fonctionnement général de notre institut. Pour moi, c'est un institut de cancérologie, pas un hôpital CHU de beaucoup plus grande dimension. Forcément, on ne peut pas isoler la radiothérapie du reste. Et bon, les systèmes Microsoft ont été choisis aussi pour d'autres raisons. Les boîtes à mail, etc., la gestion des réunions. Donc ces outils-là, on espère, vont nous permettre de sortir d'autres systèmes Microsoft que sont Word et Excel. Mais c'est sûr qu'il y a tout un monde qu'on ne connaît pas. Dans la santé, on est souvent un peu en retard par rapport à ça. Voilà. En même temps, en tant que patient, je suis content que mes données ne soient pas partagées dans il y a de ça un aussi, logiciel. Vrai que, après, vous parlez de Microsoft, ça pose moins aussi. ouvert C'est une autre question. À cause de ça. Une deuxième question avant de passer à la dernière présentation sur les méthodes. On a parlé de jeux, de post-it, de réunions en stand-up. J'ai l'impression que c'est vraiment très. C'est par le jeu, c'est par l'humain qu'on va redonner du souffle et non pas par un ajout d'une couche technique. Isabelle? C'est tout à fait ça. Parce que nous, c'était ce qui nous manquait, finalement. Ah oui. Et on en était à, justement, l'informatique et l'informatisation un petit peu même si nous, je pense qu'il y a beaucoup de centres qui le gardent, on a toujours notre réunion technique du matin pour pouvoir se rencontrer et se parler. Mais on peut très vite être déconnecté de tout ça. Par exemple, je prends le contourage. Le contourage, avant, on allait en salle de dosimétrie pour faire le contourage. Et maintenant, les médecins, les dosimétristes, etc., font le contourage dans leur bureau. Et on a un logiciel de workflow pour dire qu'on a fait la tâche et qu'elle passe à la tâche suivante. Donc, on déshumanise aussi un petit peu par ces outils informatiques. Et le fait d'avoir un temps où on se retrouve est fondamental. Pour un outil de retour au CREX, Nicolas, comment vous jugez ce retour des jeux, des mises en situation, des post-it? Il faut que ce soit convivial, le CREX. Voilà. Et surtout, il faut que chacun se sente impliqué, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut un jour être l'expert. Ça reste, quelle que soit la méthodologie appliquée, Orion, participatif, Lean. Voilà. L'important, c'est que chacun se dise, moi un jour, je peux apporter mon expertise parce que sur ce problème-là, ça va être moi l'expert. Et ça, c'est très fort. C'est s'affranchir de la hiérarchie, aussi une culture de la transparence. Et moi, je pense que la transparence, c'est très puissant. Merci. Alors, j'en parlais, l'IUCT Toulouse, que nous avons entendu ce matin avec Grégory et Virginie Bouissou, et Grégory Angard, s'il vous plaît. Alors, bienvenue de nouveau. Vous nous avez préparé une présentation très technique qui s'appelle « Une sacrée équipe ». Oui. Très sympa. Et pourquoi sacré, à votre avis? Pourquoi sacré? On a vu la photo tout à l'heure avec les fraises. Non, c'était pas nous. Non, mais je sais, mais je sens que ça bouge beaucoup dans les centres. On vient de le dire, c'est pas pour forcément
vous rappeler qu'on a la meilleure équipe de rugby au monde. C'est uniquement pour vous rappeler que le facteur humain... Vous êtes très simple, vous j'y étais pas du tout. Moi j'étais pas sur le rugby, j'étais une équipe conviviale où ça bouge, où on se met des trucs sur la tête. Non, vous c'est le rugby. C'était une analogie. Bon, mais il y a les gens de Tarbes qui vont venir là et qui vont vous expliquer un peu comment ça se passe. Non, tout simplement, la sacrée, c'est pour aussi faire un clin d'œil à toute l'équipe, parce que ça fait 15 ans qu'il y a une équipe qui travaille, tout le monde l'a dit. Et ce que vient de dire Béranger juste avant, le rôle de l'animateur, des animateurs, est primordial, sinon ça ne vit pas. Parlez bien près. Pas de problème. Alors, je vais passer assez vite sur mes diapos, être un petit peu plus rapide que ce matin, pour la simple et bonne raison que beaucoup de choses ont été dites. Et on va l'objectif, nous, c'est juste vous expliquer ce qu'on a développé au cours de ces 15 dernières années. Et vous allez vite vous apercevoir que oui, l'essoufflement, on l'a connu. Oui, l'usure, on l'a connu. Le docteur Pina le signalait ce matin en introduction. Et il a donc fallu se réinventer et essayer de proposer des solutions. Et on va vous montrer un petit peu, on a retrouvé des choses qui sont faites à Tours, mais vous allez voir. Alors, juste, on ne part jamais de zéro. Certes, il y a eu du réglementaire, mais on avait déjà quand même une culture de qualité au sein de l'Institut, je dirais au début du siècle. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est la réalité. On nous a souvent parlé de culture de responsabilité individuelle, la culture de l'erreur apprenante. C'est quelque chose qu'on essaye de développer. Et on n'est jamais parti de zéro quand on a mis en place ce CREX. Alors, comme tout le monde, la période 2007-2017, on est tous à peu près concordants dans les dates. On voit qu'entre 2015 et 2017, il y a eu un essoufflement collectif. On est allé faire un petit peu de spéléo pour retrouver ces présentations qui datent de novembre 2007, à la direction, où on a expliqué ce qu'allait être le CREX et tel qu'il nous l'était un petit peu suggéré dans la méthodologie. On a formé les équipes et on a commencé nos premières réunions en février 2008. On s'est formé, tout le monde l'a dit, l'importance d'Air France Consulting pour nous, c'était en avril 2010. La méthodologie pure de qualité, parce qu'on n'était pas forcément, en tant que professionnels, des gens très prédisposés à faire de la qualité au début. Et ensuite, une méthode, alors bon, Orion pour certains, Alarme pour d'autres, mais en tout cas avoir un petit bagage assez conséquent pour pouvoir, tous les membres de l'équipe, essayer de trouver un fonctionnement au quotidien. Donc une charte pour ça, tout le monde a dit que la charte de fonctionnement était intéressante, mais une réunion mensuelle, telle qu'on nous l'avait suggéré, et puis une méthodologie que je ne vais pas redévelopper, mais que tout le monde connaît et tout le monde a adopté. Voici l'équipe donc il y a quelques années, ça ne nous rajeunit pas, et voici le document qui nous servait un petit peu de newsletter, donc newsletter mensuel sur les différents événements. Donc là vous avez la fiche numéro 4 qui date de 2008, de décembre 2008, dans laquelle on indiquait le nombre d'événements significatifs déclarés tous les mois, et également toutes les corrections amenées en cours et les actions qui étaient choisies. Alors, travailler tout seul dans son coin, c'est pas forcément bien. Donc, à l'époque, on a commencé au niveau des centres de lutte contre le cancer à faire des intercrex. Donc, j'ai retrouvé dans mes archives les premiers intercrex 2009, 2010, 2011. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Angers, Toulouse, Bordeaux, dans lesquels les programmes étaient un petit peu similaires. C'était le début de la démarche où il y avait quand même on va dire un bon entrain, histoire de tous être dans le même bateau. On a même des publications, donc les CREX des centres, dans lesquels il y avait des exemples d'analyse faites parmi quelques centres. Nous, on avait publié un incident, donc c'était une dosimétrie qui n'était pas prête à 14h50 pour un traitement à 15h. Voilà, pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors, le bilan qu'on a tiré de tout ça, c'est que d'abord, on a enlevé les gros cailloux. Ça, c'est sûr. Ça nous a permis de nous débarrasser un petit peu de grosses choses. C'est ce qu'on appelle la sécurisation des points les plus critiques. On a bien sûr augmenté les échanges
Alors c'est pas qu'on se parlait pas, mais en tout cas ça a permis d'enlever la casquette de toute profession et puis d'avoir peut-être une discussion beaucoup plus ouverte les uns envers les autres. Et puis une participation également des déclarants. Ça c'est assez important, de venir, de pouvoir défendre les choses et essayer de trouver aussi des solutions ensemble. Donc c'était pour nous les points les plus positifs. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'essoufflement. Oui, il y a eu essoufflement. Pour diverses raisons aussi conjoncturelles, hein, il y a eu du turnover dans les équipes. Et nous, on a constaté par la suite, pour en avoir discuté tous ensemble, que choisir un événement par mois, c'est bien, mais ça limite à 7, 8 événements par an, puisque malheureusement, les mois de vacances, vous n'avez pas forcément de CREX, etc. Donc, on se retrouve dans une sorte de rigidité, une lourdeur pour les réunions, avec au final peu d'événements qui sont pris en charge, et on retrouve la notion d'avoir laissé de côté les plus irritants, les plus énervants, qui ne vont pas forcément ressortir ou être choisis durant ces réunions. Donc pour nous, il y a un aspect méthodologique qui n'était pas forcément logique au final. On a aussi eu, bon, c'est très contextuel, mais 2 sources de déclaration, tout simplement parce qu'on avait un système de déclaration qui était long. 10 minutes pour déclarer un événement indésirable, c'est trop. C'est trop pour un manip qui est la principale source de déclaration et qui a des difficultés de le faire entre 2 patients. Le deuxième système, c'était un système qu'on avait mis en place uniquement pour les accélérateurs et éventuellement les événements de dosimétrie. Donc c'était une sorte de registre électronique. Et ça avait pour vertu de permettre une déclaration en 30 secondes. Donc évidemment, le manip, très logiquement, a choisi cet élément pour déclarer, puisque 30 secondes versus 10 minutes, c'est quand même beaucoup plus simple. Bref, il fallait un peu revoir tout ça. Et il s'est passé quelque chose en 2017, c'est que la direction qualité de notre établissement, donc l'Institut à l'époque, nous a emmenés vers une démarche institutionnelle sur l'importance du déclarant, puisque dès 2017, il souhaitait que le déclarant s'empare lui-même de son anomalie et qu'il organise lui-même les discussions en équipe. Vous voyez un petit peu le schéma avec l'amélioration de la culture de sécurité. Donc les puristes connaissent sûrement ce genre d'analyse. Alors la conséquence pour nous, c'est que on a eu un passage assez délicat, puisque jusqu'en mai 2017, l'ensemble des événements déclarés étaient gérés par le CREX. Et puis, on s'est retrouvé de mai à juin à faire un accompagnement de déclarants, et après, dès le mois de juillet, d'avoir des traitements des anomalies hors CREX dans des réunions et dans des groupes de travail. La conséquence, c'est que on a perdu un peu tout le monde. On a eu très peu de déclenchement de discussions par les déclarants. 90% des déclarations étaient émises par les manips, donc on retrouvait tous les problèmes en réunion soignante, donc manip plus infirmière. Donc impossibilité de tout analyser, trop de travail pour le cadre, bref, ça ne va pas du tout. Donc, comment on s'en est sorti? En 2018. Donc, en 2018, donc on était dans cette optique-là où finalement je me retrouvais avec le cadre de santé à analyser des anomalies de tout le département. Et la SN est venue nous voir et a dit « ça ne fonctionne pas comme ça, vous devez reprendre une analyse pluridisciplinaire de vos événements ». Donc ça a été le coup d'envoi finalement de notre renouveau. Donc, on a pas mal réfléchi de façon, on a réfléchi tous ensemble. La chef de département était très présente dans cette recherche de solutions finalement pour pouvoir répondre déjà à la SN, mais vraiment repartir sur un vrai dynamisme de retour d'expérience. Donc, donc, ce que je dis, on a repris en main tous ensemble ces analyses. On a pris en compte toutes les anomalies. En fait, toutes les anomalies tombent dans une espèce de tamis. Donc, on a appelé nos réunions CREX des réunions de tamis. Et on va aller chercher les gros morceaux et aussi prendre en compte les petits cailloux qui passaient à travers.
Je vais vous expliquer après. L'objectif, c'était d'approfondir nos analyses sur des anomalies critiques, parce qu'il y en avait encore quelques-unes, à mon sens, mais plus des problématiques organisationnelles. Il était important de diffuser notre travail, ce qu'on ne faisait pas. On devait être plus transparent et plus ouvert à tout le monde. Et ça ne devait pas, notre nouvelle organisation ne devait pas dépendre que de moi, finalement. Donc aujourd'hui, l'équipe, on a, comme un peu tout le monde, on a une équipe fixe en fait. On a un manipulateur, correspondant qualité, secrétaire médical, le cadre du département est là à toutes les réunions, on a un médecin qui est là à toutes les réunions. Et après, notre équipe, notre tamis, est ouvert à tous. Donc régulièrement, on a des médecins qui viennent nous voir pour discuter d'une problématique. On va aller chercher un manip sur une machine parce qu'on n'a pas bien compris la déclaration. C'est vraiment très très participatif. Donc ce que je vous disais, les règles du tamis, c'est on analyse nos anomalies en fonction de leur gravité. Si on considère qu'il y a vraiment un impact sur la sécurité du patient, sur notre organisation, ou sur la radioprotection, on va mesurer un petit peu notre analyse et l'approfondir si nécessaire, ou finalement être un peu plus light, mais on va toujours se poser la question, à travers une anomalie, de savoir s'il y a une problématique et si on doit la prendre en compte ou pas, ou si c'est finalement un aléa un petit peu de la vie du service. Donc on a défini des règles, une charte de fonctionnement, où finalement, je vois pas bien, mais toutes les semaines, en fait, il y a une préparation en amont de cette réunion de tamis. Elle dure 1 heure. On prend 10 minutes par anomalie. Si au bout de 10 minutes, on n'arrive pas à trouver une solution, mais finalement, on reporte l'analyse à la semaine d'après. Mais on demande à un pilote d'arriver avec de la matière, en fait, pour qu'on puisse conclure ou rediscuter finalement ensemble. On invite les déclarants. C'est vraiment un échange, c'est vraiment très transparent. On prône la culture juste dans ces réunions. On a eu parfois des déviances, mais on a réussi à revenir et à rebondir là-dessus. Comment dire, ces réunions d'amis, finalement, c'est vraiment, je vais le dire après, mais il faut que je le dise, parce que c'est la base de tout mon travail, quoi. Et c'est la base de toute notre démarche qualité au sein du département de radiothérapie. Ça, c'est un petit exemple de... En fait, on prépare un PowerPoint. Sur ce PowerPoint, on va définir on va retranscrire, alors ça c'est un gros boulot, on va retranscrire l'anomalie et on note en session, donc en séance, lors du tamis, la discussion qu'on a, ce qu'on en conclut, et en fait, ce diaporama, ce support PowerPoint nous sert de support de diffusion de l'information. Comme vous allez le voir, on écarte. Donc, on crée un compte-rendu en séance et finalement, le compte-rendu est diffusé par les responsables des professionnels, par les responsables d'équipe, à toutes les équipes. Grégory va diffuser le compte-rendu fait le mardi à 14h à ses équipes dosimétrie physique. Et donc, il y a discussion finalement de tout ce qui a été discuté en tamis. Et on diffuse le maximum en fait. On va aller dans les réunions soignantes, on va aller dans les réunions médicales, c'est-à-dire que le médecin qui est avec nous en réunion tamis prend ces événements et va aller discuter finalement avec ses collègues des problématiques rencontrées. Les assistantes médicales, mais vraiment on essaie de diffuser au maximum. Donc ça, c'est notre compte-rendu qui sert de support de communication. Je me dépêche. On arrive à la fin. Donc on écarte aussi, on a essayé d'inventer des outils, on a un poster sur lequel régulièrement on va aller mettre des analyses d'anomalies particulières, des retours d'événements, enfin des retours d'audit, pardon, de la satisfaction des usagers. On a aussi, j'avais essayé de créer le journal des anomalies, mais clairement j'y arrive plus. Mais on a des idées et on a aussi imaginé le nombre d'anomalies selon le parcours du patient. Donc voilà, ça c'est des outils qui finalement nous permettent de diffuser la culture sécurité, de diffuser les anomalies pour que tout le monde soit conscient que finalement il y a des anomalies un peu partout et qu'on arrive et on diffuse ce qu'on arrive à
produire en fait. Petit bilan vite fait. Donc depuis 2018, 1400 anomalies déclarées. En 2022, on a fait 32 tamis, donc ça fait 3 par mois. Donc on s'astreint vraiment à faire cette réunion. 270 anomalies sur 2022, avec une stabilité. Nous, on a vraiment une stabilité dans les déclarations. Après, le contenu des déclarations est de plus en plus riche, on va dire. Les déclarants, c'est aujourd'hui tous les corps de métier. Comme on vous disait en 2017, c'était que les manips. Aujourd'hui, tous les corps de métier déclarent. Et 81% des anomalies sont traitées. Et on a 19 ou 14% qui est en cours de traitement. Et nous avons 5% d'anomalies qui ne sont pas analysées. Donc notre essai, finalement, nous a permis de renforcer notre organisation, nos barrières de prévention et de maîtrise, de développer la culture sécurité au sein du département. Et on a même réussi à diffuser cette culture sécurité en imagerie et en médecine nucléaire. On a réussi à développer des actions de communication, comme je vous ai montré. Il y a une réelle impulsion de réalisation d'évaluation, c'est-à-dire que quand on a une problématique en tamis, on va dire, bon, ben, on va aller chercher pourquoi cette problématique revient. Donc on monte une évaluation, mais on la monte tous ensemble. Et on fait aussi beaucoup la promotion des APR. Aujourd'hui, je pense que dans le département de radiothérapie, tout le monde sait ce qu'est une APR. Notre transformation, finalement, ben, notre organisation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très éloigné du CREX, mais il est plus souple. Ah, puis c'est marqué. Il est plus souple, il est plus agile, il est plus dynamique et réactif. On a réussi à supprimer nos points critiques, comme disait Grégory. On parle risque, barrière, anticipation, maîtrise dans nos réunions. On a une vision beaucoup plus globale de notre organisation. On accepte certains risques. Voilà, ce que je disais, c'est que le CREX, notre TAMI n'est pas qu'un CREX, c'est aussi le point central de la démarche qualité. Et c'est une équipe. Donc j'avais quelques limites et quelques perspectives. Et ben c'est la limite justement. Voilà. Elle est parfaite celle-là. Vous n'allez pas plus loin. Je comprends qu'il y ait des limites. Et puis justement, c'est celle-là. C'est une mise en abîme parfaite. Vous le verrez dans les PowerPoint alors. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette troisième session.